Débuter notre audition. Je sais qu'il y a un certain nombre de nos commissaires qui sont moins rapides que d'autres pour rejoindre cette salle depuis les salons Beaufranc pour ceux qui ont assisté au petit déjeuner du groupe d'études alimentation, élevage et agriculture. Et je pense qu'ils vont nous rejoindre, mais on va débuter notre audition. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans cette salle de la Commission des affaires économiques, Madame Marianne Legnaud, qui est donc la présidente du directoire d'Enedis. Je vous rappelle qu'il s'agit du principal gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, dont la propriété incombe aux communes et à leurs groupements. 95% de ce réseau est donc géré par Enedis, contre 5% pour une vingtaine d'entreprises locales de distribution. Donc nous vous accueillons, Madame la Présidente, dans la droite ligne de nos précédentes auditions au sein de cette commission, de Réseau de transport d'électricité, RTE, et du groupe EDF, donc en octobre et en novembre dernier. La transition énergétique représente un véritable défi pour les réseaux électriques. La décarbonation et la réindustrialisation de notre économie impliquent en effet des investissements massifs pour accélérer le raccordement des projets d'électricité nucléaire comme renouvelable et accompagner l'électrification des usages, dont l'alimentation des véhicules électriques et des électrolyseurs d'hydrogène. Enedis, pour le réseau de distribution, tout comme RTE pour le réseau de transport, ont annoncé des investissements de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici à 2040. Sous l'égide de notre rapporteur Patrick Chauvet, notre commission a adopté, dans le cadre de la loi Accélération de la production d'énergie renouvelable, loi dite APER de 2023, une réforme technique mais importante visant à accélérer les raccordements au réseau électrique des projets d'électricité renouvelable et plus largement des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Dans ce contexte, je souhaiterais vous interroger sur plusieurs sujets. Alors, je vais poser un certain nombre de questions les unes à la suite des autres et très certainement, à travers les questions de nos commissaires, ces questions reviendront. Donc, vous aurez tout loisir, bien évidemment, Madame la Présidente, d'y répondre quand vous le souhaitez. Donc, tout d'abord, je voudrais échanger sur la stratégie d'investissement de votre groupe en direction de la transition énergétique. Quels sont les montants envisagés en faveur de l'évolution des réseaux publics de distribution d'électricité? En quoi consiste votre projet industriel et humain 2020-2025 et vos écoles de la transition énergétique? Anticipez-vous une hausse des coûts pour les gestionnaires et pour les utilisateurs de ces réseaux et, in fine, pour les consommateurs d'électricité? Un autre sujet sur lequel je souhaiterais recueillir votre avis, il concerne la place des réseaux électriques dans la future programmation énergétique. Nous le savons, le gouvernement est très hésitant, c'est pour le moins qu'on puisse dire, sur ce dossier, puisqu'il a annoncé la réouverture de consultations sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, pourtant engagée depuis 2021. La semaine dernière, d'ailleurs, lors d'une séance des questions d'actualité au gouvernement, j'ai interrogé le ministre chargé de l'énergie sur le devenir de la loi quinquennale sur l'énergie, car il faudra bien décider et il faudra bien légiférer. Or, les réseaux électriques nous semblent constituer les parents pauvres de l'avant-projet de cette PPE dévoilée par le gouvernement en novembre dernier. Certes, quelques objectifs généraux figurent, tels que l'adaptation des réseaux, l'accélération des raccordements, la révision des tarifs, la sécurisation des chaînes de valeur ou encore la prise en compte des solutions numériques ou du changement climatique. Ces objectifs vous paraissent-ils pertinents? Faut-il les compléter par d'autres, les assortir d'un chiffrage ou de moyens financiers ou humains? Enfin, j'aimerais connaître votre opinion sur l'état de vos relations avec les collectivités territoriales.
comment est-ce qu'il pourrait ne pas en être ainsi au niveau du Sénat, qui est bien l'Assemblée des territoires? Quel bilan faites-vous du renouvellement du modèle concessif liant votre groupe à ces collectivités réalisé entre 2017 et 2023? Quelles sont les évolutions notables en matière de mission ou de gouvernance? Certaines collectivités doivent-elles encore renouveler leurs contrats? Et plus largement, faut-il moderniser le financement des investissements qui sont conduits par les collectivités dans les réseaux électriques, notamment le compte d'affectation spéciale, financement des aides aux collectivités pour l'électricité rurale? Voilà, je vais vous laisser la parole très volontiers, Madame la Présidente, en vous remerciant encore d'avoir accepté de participer à cette audition, puisque c'est la première fois que nous vous accueillons au sein de la Commission des affaires économiques pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes, même plus. Ensuite, je laisserai la parole à différents rapporteurs qui, au sein de la Commission des affaires économiques, sont plus particulièrement des spécialistes sur cette question donc, de l'énergie. Et après, on ouvrira plus largement le champ des questions à l'ensemble des commissaires de la Commission des affaires économiques. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureuse de l'opportunité qui m'est donnée d'échanger avec vous ce matin. Je vous remercie très sincèrement pour votre invitation. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, je crois que vous avez dit beaucoup de choses. Eh bien, le réseau public de distribution opéré par Enedis, qui est la plus grande infrastructure de distribution en Europe, 95% du territoire, 1,4 million de kilomètres de lignes, ce qui est équivalent à 35 fois le tour de la Terre. Donc, nous parlons là d'une grande infrastructure. Eh bien, il appartient. La propriété en appartient aux collectivités locales et cela se manifeste notamment par la conclusion, le renouvellement, la délivrance de contrats de concession. J'y reviendrai. Vous l'avez dit aussi, dans le secteur de l'énergie et de l'électricité en particulier, les réseaux ont un rôle crucial à jouer et je partage votre appréciation, qui n'est pas toujours suffisamment mis en valeur. Or, notre rôle, notre mission nous semble absolument crucial face aux défis qui sont les nôtres. Et j'ai eu l'occasion d'être également, d'avoir des échanges avec la commission d'enquête sur l'avenir des prix de l'électricité, qui est présidée par le sénateur Montaugé, qui est avec nous. Donc je vais essayer de répondre aux premières questions que vous avez posées en vous faisant partager les défis qui sont les nôtres et les moyens que nous essayons de mettre en face pour y répondre. Le premier grand défi, c'est un grand défi écologique et industriel. C'est permettre ce que nous appelons, alors de manière sans emphase, la seconde électrification de la France. Parce que c'est bien cela que nous sommes en train de vivre et que nous devons préparer, sortir des énergies fossiles pour à la fois baisser notre consommation d'énergie, et c'est cela que nous avons à faire collectivement, c'est un moins 40% à l'horizon 2050, et dans le même temps, faire monter la part de l'électricité, qui représente aujourd'hui 25% de cette consommation d'énergie, à 50, 55, 60% suivant les scénarios. Au moment où nous nous parlons, 842 000 producteurs d'énergie renouvelable, 842 000 sont connectés au réseau géré par Enedis, qui les a raccordés, car ni les bornes de recharge, ni les énergies renouvelables ne flottent en l'air pour produire, pour être alimentées. Elles doivent être accordées au réseau géré par Enedis. Donc 842 000 producteurs renouvelables, dont la moitié, plus de 430 000, à peu près la moitié, sont des autoconsommateurs. Essentiellement des individuels, mais aussi des professionnels, des entreprises, essentiellement équipées de panneaux solaires d'une puissance faible ou moyenne. Pour vous donner l'ampleur de ce défi, et si je reste sur le sujet des énergies renouvelables, en 2019, juste avant le Covid, nous avions raccordé 2 gigawatts d'énergie renouvelable, donc c'est essentiellement du solaire et de l'éolien, un petit peu de biomasse, un petit peu de petite hydraulique, mais essentiellement du solaire et de l'éolien. L'année dernière, dernier chiffre dont nous disposons, c'est 4,2 gigawatts raccordés, donc un peu plus que x2. Ça, c'est en puissance. Mais c'est extrêmement frappant aussi en nombre de sites, parce que ce 2 gigawatts de 2019
correspondait à 30 000 installations. Le 4,2 de 2023, il correspond à 200 000 installations. Et c'est vraiment une évolution qui monte. Et les enjeux devant nous, si on reste toujours sur les chiffres, eh bien, nous préparons à raccorder durablement 5 gigawatts chaque année. 5 gigawatts chaque année, alors avec une part du solaire qui est devenue prépondérante par rapport au pré-Covid, par rapport à l'éolien. Et donc, bien évidemment, au cœur du projet industriel et humain de l'entreprise Enedis de 40 000 salariés, projet que nous avons construit en associant tous les collaborateurs, tous les salariés à son élaboration, eh bien, la question des délais de raccordement est évidemment prioritaire. Pour faire tout ça, et nous délivrons nos missions, il faut bien évidemment travailler à baisser les délais de raccordement, ce qui pose la question, on y reviendra, de la planification, des coûts, de l'anticipation, toutes questions que vous avez posées. D'ailleurs, la loi, vous avez mentionné la loi PER, fixe des délais de raccordement que nous respectons. Les catégories sont différentes. Donc cette projection, elle nous emmène, vous avez parlé de l'horizon 2040, à un scénario de référence, c'est celui de RTE, celui qui est centré à 110 gigawatts d'ENR en 2040, raccordés sur le réseau de distribution. Je fais tout de suite 2 précisions, vous avez parlé de RTE. 90% des énergies renouvelables qui produisent en France sont raccordées au réseau de distribution. 60% de ces énergies sont situées dans des communes de moins de 2000 habitants. Dans des communes de moins de 2000 habitants. J'y reviendrai également en parlant de planification. Donc nous sommes aujourd'hui, et nous préparons en mettant plus de moyens à être au rendez-vous de cet enjeu. Ça, c'est du côté de la production. Du côté des usages, également des évolutions et des défis tout à fait majeurs. Vous avez mentionné les véhicules électriques. Aujourd'hui, le parc de véhicules électriques, tout électrique et hybride. En France, c'est à peu près 1,6 million de véhicules, avec un très fort démarrage en 23. C'est à peu près la moitié des ventes du flux, donc. Mais les chiffres devant nous sont vertigineux, évidemment à réglementation constante. Il va falloir passer de 1,6 aujourd'hui, en 2024, à 8 millions en 2030 et à 17 millions en 2035. Alors évidemment, ça n'est pas non plus un pour un. Et il faudra travailler sur les autres types de mobilité, les mobilités douces, le partage, etc. Et c'est intégré dans les projections. Et donc, ces véhicules, mais aussi ces camions, arrivent en ce moment l'électrification des camions avec beaucoup d'avance parce que les constructeurs automobiles ont accéléré, si je puis dire, sur cet enjeu, mais aussi les engins de chantier. Nous commençons à travailler avec des engins de chantier électriques. Eh bien, tout cela, il va évidemment falloir le raccorder et que ce soit sur autoroute. Nous avons équipé pratiquement 95% des aires d'autoroute, et là, on parle de puissance de forte recharge, de recharge très, très puissante, en voirie, donc accessible au public, mais également à domicile, puisqu'on sait que 90% de la recharge se fait à domicile, un petit peu en entreprise ou sur des parkings. Donc ce sont des défis tout à fait importants. Et également, évidemment, il n'y a pas que des véhicules, des énergies renouvelables, il y a également des clients. Et donc là, tout dépend de la hausse de la population, des prévisions de croissance. Mais sur la période, il y a plusieurs centaines de milliers de logements neufs qui seront construits. Tout cela, évidemment, et je mets cela dans le même enjeu de la transition écologique, dont nous sommes en quelque sorte la colonne vertébrale, s'accompagne et doit s'accompagner de sobriété. Et nous sommes aussi un acteur important de la sobriété grâce aux données dont nous disposons, puisque vous l'avez dit, nous couvrons 95% du territoire, et aujourd'hui, près de 37 millions de foyers français sont équipés d'un compteur Linky, ce qui leur permet de suivre leur consommation d'électricité, et 70% d'entre eux nous disent la suivre et se sentir suffisamment équipés et informés pour le faire. Et donc nous constatons aussi, et c'est intégré dans nos scénarios,
un effet sobriété durable et donc une baisse de la consommation du fait d'une sobriété dont on peut discuter de savoir si elle est subie pour des raisons économiques ou choisie pour des raisons de conscience écologique. Je vous renvoie au récent rapport de l'ADEME qui vient de sortir en mars de cette année, qui montre que, de manière un peu grossière, on peut estimer qu'elle est à 2 tiers subie et à 1 tiers choisie, suivant les usages dont on parle. Même baisse du côté de l'éclairage public, grâce aux solutions que nous proposons aux collectivités locales de maîtrise de leur éclairage public et notamment de possibilités d'extinction nocturne. La consommation d'électricité liée à l'éclairage public est quand même 40% d'une facture d'énergie d'une commune, donc c'est très important, a baissé de 17%. Donc dans notre capacité à relever ce défi, nous nous appuyons sur la donnée, nous mettons à disposition des collectivités locales, et je dis nous mettons à disposition parce que c'est dans le service public, hein, donc c'est gratuit, enfin ça fait partie des coûts d'Enedis, mais ça n'est pas un service payant. Par exemple, le portail collectivité locale, et aujourd'hui, une collectivité locale sur 2, 18 000 comptes, a ouvert un compte pour suivre sa consommation, sa production si elle est productrice. Et ça lui permet, grâce à ces données, de savoir, par exemple, si tel bâtiment public consomme plus qu'il ne le devrait, étant donné la démographie de la commune, la situation géographique, la nature du bâtiment, et donc de flécher des opérations de rénovation énergétique plutôt sur ce bâtiment que sur un autre. Donc ça, c'est notre premier défi, qui est un défi d'électrification de la France. Le second, c'est d'avoir un réseau qui soit de plus en plus résilient aux aléas climatiques et qui puisse fournir à chaque Français une électricité de qualité. Et c'est l'autre grand fléchage de nos investissements, parce que bien évidemment, ce 35 fois le tour de la Terre, il est exposé à des aléas climatiques très variés, tempêtes, canicules, inondations. Vous avez en tête, je pense, les dégâts de la tempête Karan qui a frappé la Bretagne et la Normandie en novembre de l'année dernière, et les efforts que nous avons déployés et mobilisés. Mais nous avons connu, en dehors de Karan et de Domingos, qui étaient tout à fait exceptionnels, 16 tempêtes en 2023. Donc nous constatons, sans surprise, j'ai envie de dire, une fréquence plus importante d'aléas climatiques que nous avons intégrés dans nos prévisions, et nous travaillons évidemment avec des instituts de climat, avec les scénarios du GIEC, que nous avons modélisés jusqu'à 2040 pour se préparer à des vents forts, à des précipitations extrêmes, à de la neige collante. Les élus de l'Ardèche et Drôme connaissent ce phénomène qui est assez dévastateur pour les réseaux, mais aussi de canicules, mais aussi d'incendies. Que faisons-nous pour rendre le réseau plus résistant face à ce contexte? Eh bien, nous avons des programmes d'enfouissement des lignes les plus exposées au vent, les plus exposées à la neige ou au givre, et nous résorbons, c'est-à-dire que nous changeons les câbles qui sont les plus susceptibles d'être frappés par des incidents, notamment ceux qui avaient été posés au début des années 80. Donc quand je vous ai dit que c'était une infrastructure de 35 fois le tour de la Terre, tous les 3 ans, je reprends mes 2 défis, nous construisons un nouveau tour de terre pour répondre aux enjeux de l'électrification du pays. Et tous les 4 ans, nous rénovons, nous modernisons un tour de terre pour répondre aux enjeux de la résilience climatique. Voilà, donc ça nous conduit à les moyens que nous mettons en face de cela. Alors évidemment, ce sont d'abord des moyens financiers et des investissements, une stratégie d'investissement qui doit être planifiée à long terme. C'est pour ça que on l'a projeté à l'horizon 2040 avec un 96 milliards d'investissements exprimés en euros constants de 2021, ce qui correspond à peu près à 5 milliards d'euros par an. Et je tiens à dire que les investissements dans les réseaux ont été constants, décennie après décennie, constants dans l'effort. Décennie après décennie, ils ont augmenté
pour faire face à ces enjeux de plus en plus prégnants. Donc sur ces 96 milliards, 54 milliards seront consacrés à la transition écologique, 10 milliards pour le renouvelable, 7 milliards et demi pour la mobilité électrique, 23 milliards pour le raccordement des consommateurs. Ces investissements sont financés en très très grande partie par ce qu'on appelle le TURP, c'est-à-dire le tarif d'utilisation des réseaux, de manière plus claire. Quand un consommateur, un client qui est au tarif réglementé de vente paye sa facture, sur sa facture, environ 25%, et ce chiffre a baissé dans ces dernières années, environ 25% de sa facture est consacré à rémunérer le réseau de transport et le réseau de distribution. Le reste, 50%, à rémunérer la part production-fourniture de sa facture, et le reste, 25-30% restants, ce sont les taxes qui figurent sur sa facture. Voilà. Pour vous donner une idée de ce rapport, et évidemment, nous sommes très attentifs à la soutenabilité de ce tarif, dont les discussions, c'est un tarif qui couvre 4 ans, et donc la future période de 4 ans, à partir de mi-2025, va commencer à être discutée avec le régulateur, donc la Commission de régulation de l'énergie. Nous sommes attentifs à ce que ce tarif soit soutenable pour nos compatriotes, ce qui suppose que nous soyons un distributeur et une entreprise performante qui fasse de la productivité, qui travaille à simplifier ses processus et à satisfaire ses clients. Donc ces investissements augmentent, mais ils augmentent pour mettre plus de moyens qui correspondent également à plus de consommateurs, plus de points de livraison. Et donc c'est un cercle qui est équilibré et qui doit conduire à une partie de tarif soutenable, mais surtout projetée dans la durée. Le deuxième levier, et vous avez parlé de la loi de planification et de programmation, c'est la simplification et la fluidification des processus. Je le dis de manière un peu rapide, mais un projet de développement renouvelable, ça ira toujours plus vite que de construire une infrastructure. Et donc, par définition, il faut beaucoup plus anticiper, programmer, planifier. Et nous parlons de planification écologique, d'autant que ces territoires sur lesquels nous travaillons avec les collectivités vont être aussi déformés, je mets des guillemets, sous l'effet du changement climatique. Et donc ça veut dire pas seulement, et donc nous parlons chez Enedis non pas de transition énergétique, mais de transition écologique, parce qu'il nous faut également prendre en compte l'impact de nos activités dans les territoires sur lesquels nous opérons, l'impact social, sociétal, environnemental. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs devenus, depuis l'année dernière, la première grande entreprise de l'énergie, entreprise à mission, parce que nous pensons que nous avons une responsabilité particulière, mais il faut que nous travaillions tous ensemble à simplifier les procédures de concertation. Si on veut rentrer dans les détails, il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Fontaine, qui est en discussion. Il y a des sujets de compétences qui sont chez le ministre, qui devraient aller chez le préfet pour que ça aille plus vite. Il faut simplifier les autorisations pour les opérations les plus simples et également avoir une vision des demandes de permis de construire pour anticiper les études, parce que évidemment avant de modifier une infrastructure, il y a une phase d'étude qui peut être plus ou moins longue, mais qui est nécessaire parce que c'est une infrastructure maillée, solidaire, et je crois que c'est toute sa beauté, et en tout cas nous y sommes très attachés. Elle repose aussi sur la péréquation, et chaque client paye la même chose, quel que soit son niveau de revenu, quelle que soit sa situation par rapport au réseau, qu'il soit un client de la Lozère. En Lozère, il y a 18 clients pour Enedis tous les kilomètres. Il y a plus de moutons que de clients, qu'en région parisienne ou en métropole. C'est le même service au même prix, et je crois que c'est important au moment où nous parlons des risques de fracture écologique et sociale. Le troisième levier, j'en ai un peu parlé, c'est la planification. Où veut-on mettre les bornes de recharge électrique? Où veut-on mettre les projets de développement renouvelables? Il faut une visibilité à court et à moyen terme. Et donc nous avons besoin, c'était votre question Madame la Présidente, d'une planification en chiffres qui nous donne
un scénario de référence. Combien de gigawatts d'ENR est-il envisagé d'avoir en 2040, mais également avoir un travail zone par zone. C'est pour ça que nous sommes membres des comités régionaux de l'énergie qui viennent d'être créés en application de la loi APER et dont le travail, et la plupart en sont à la deuxième réunion, donc on commence à rentrer vraiment dans ce travail de détail et d'essayer d'exprimer une adéquation entre, si j'ai envie de dire, l'offre et la demande de projets renouvelables. Et donc nous travaillons par exemple avec RTE, avec qui nous travaillons énormément, à rendre possible la visualisation des zones où ça va être plus rapide et moins cher d'installer des énergies renouvelables parce que le réseau est bien dimensionné pour les accueillir. Parce que quand je vous ai dit que 60% de ces projets étaient dans des installations étaient dans des communes de 2000 habitants, de moins de 2000 habitants, évidemment le réseau, bien évidemment ces communes ont l'électricité, nous sommes en France, mais le réseau n'avait pas été dimensionné en beau bout de ligne pour accueillir autant d'installations. Sinon, nous aurions gâché l'argent public si nous avions fait cela. Donc il est bien dimensionné et maintenant il a un défi de se mettre à niveau. Donc programmation, je finirai d'un mot pour ne pas trop dépasser le temps qui m'est imparti, en disant que ce défi, il n'est pas que financier, il n'est pas que technique et technologique, il est aussi humain, vous l'avez mentionné. Nous avons besoin de futurs salariés pour les attirer dans ces métiers qui sont un défi technique, technologique et écologique également. Et c'est pour ça que nous avons lancé avec l'ensemble de notre filière, parce on parle souvent de la filière nucléaire, mais il y a aussi une filière des réseaux électriques, 1600 entreprises de toute taille, du très gros équipementier à la petite PME qui fait des travaux publics, 1600 entreprises, 100 000 emplois. Avec eux, nous avons pris l'initiative de lancer les écoles des réseaux pour la transition énergétique, qui consiste à colorer, c'est le terme technique de l'éducation nationale, un tiers des enseignements reçus par des jeunes en bac pro, en première et en terminale, pour que ce soit des contenus qui soient ciblés sur les métiers des réseaux, qui les attirent. Nous les prenons en stage, nous leur donnons un mentor. Et nous avons aujourd'hui 100 lycées partenaires en France, partout en France. Nous avons commencé par le bac pro et nous irons l'année prochaine sur le BTS, et en doublant le nombre de lycées concernés. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous m'avez posé une question sur le FACÉ, peut-être, et finir par là. Alors, nos relations avec les collectivités locales propriétaires des réseaux, elles sont consubstantielles à notre activité. Elles sont extrêmement étroites. J'ai parlé de la ruralité. Dans chaque commune, le maire a un numéro de téléphone de l'interlocuteur privilégié Enedis. Il sait qui il peut appeler quand il a une difficulté, et je le constate chaque année au Salon des maires, la très grande force de ce dispositif de maillage, de solidarité, que nous n'avons pas mutualisé ni réduit. Donc nous continuons à croire à la proximité dans les échanges humains. Les contrats de concession sont renouvelés à 95% aujourd'hui. Donc il reste, je pense, ça se compte sur les deux mains de contrats à signer qui ne sont pas forcément à échéance. Donc c'est un très grand succès d'avoir su, et grâce au modèle qui avait été élaboré avec la FNCCR et France Urbaine en 2017, modèle de cahier des charges, a permis de renouveler ces contrats, de les accompagner très souvent d'une convention de transition écologique sur tous les enjeux dont je viens de parler. Et bien évidemment, le FACÉ, vous l'avez mentionné, est un outil important de l'électrification rurale. Il y a eu récemment un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet. Donc nous sommes évidemment favorables à ce que ces missions soient exercées pleinement exercées et pleinement centrées sur son cœur de compétence, qui est l'électrification, la résilience, la qualité des réseaux. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous, Madame la Présidente. Donc, je vais d'abord laisser la parole à nos commissaires rapporteurs qui ont été rapporteurs de projets de loi et de lois donc importantes, ou en tout cas qui conduisent des groupes d'études sur ces sujets liés à l'énergie et à l'électricité. Donc, je laisse la parole à Patrick Chauvet, Daniel Gremillet, Pierre Cuypers, Franck Menonville et Jean-Jacques Michaud. Et ensuite, Madame la Présidente, vous pourrez leur répondre. Donc, on commence avec Patrick Chauvet.
Merci, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, merci d'abord de votre présence et dans vos propos, vous avez indiqué les grands défis qui sont devant vous, devant nous, notamment celui de passer d'un réseau qui était pour alimenter des consommateurs à maintenant intégrer des producteurs. Je souhaiterais néanmoins avoir votre avis sur l'application des dispositions concernant les réseaux électriques de la loi APER de 2023. La réforme des raccordements au réseau électrique des projets d'électricité renouvelable, prévue par ordonnance issue de l'article 26 de cette loi APER, vous paraît-elle satisfaisante? Les délais de raccordement d'1 mois pour les petites installations dont la puissance ne dépasse pas 3 kVA ou de 12 mois pour les autres, institués par les articles 105 et 106 de cette loi APER, à l'initiative de l'Assemblée nationale, sont-ils tenables? D'une façon générale, je voudrais aussi revenir sur un sujet que vous avez plutôt bien développé, c'est celui de la répartition du développement de la production des énergies renouvelables. Et en son temps, nous avions eu cette interrogation qui, je crois, demeure encore. Est-ce que c'est le réseau qui doit faire le développement de la production des énergies renouvelables ou est-ce qu'on en fait un vrai enjeu de l'aménagement du territoire? C'est sans doute beaucoup plus sensible en matière de biogaz, mais néanmoins, pour caricaturer, si il fallait que ce soit le nombre de consommateurs qui fasse la possibilité du développement de la production, on aurait un enjeu, à mon avis, très négatif et ce serait encore les territoires les plus ruraux. Vous en avez cité une partie qui serait en dehors de ce développement-là, qui est, je pense, un vrai sujet d'économie d'abord, et puis de répartition et de solidarité territoriale. Donc avez-vous des vraies difficultés, sans doute, mais avez-vous aussi les moyens d'avoir cette répartition équitable de l'implantation de production d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire français? Merci à vous. Merci Patrick. Daniel Gremillet. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, un grand merci pour vos propos. Je vous ai entendu parler à plusieurs reprises de planification. Je m'en réjouis, on ne s'est pas concerté et je pense que les sénatrices et sénateurs attendent aussi une certaine planification en matière énergétique depuis un certain temps. La Cour des comptes a publié un rapport cette année qui a fait une place assez importante sur l'adaptation au changement climatique des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Vous avez largement évoqué toute la partie des investissements, les parts d'investissement, et vous nous avez fait toucher du doigt à travers vos propos le montant significatif d'un système tout enterré qui a atteint des niveaux exorbitants en termes d'investissement. Néanmoins, ma question, elle est de quel bilan et surtout quelle perspective vous tirez en termes de responsabilité? Parce que vous l'avez très bien dit, au fur et à mesure, nous allons avoir un ripage de la consommation fossile vers le tout électrique. Ce qui était hier une coupure électrique avait une certaine dimension de problème sur le territoire. La dimension sur le territoire va prendre une proportion énorme. Donc votre responsabilité... prenez bien mon propos, hein, mais la responsabilité du distributeur va être bien plus grande et conséquente par rapport à ces évolutions climatiques, qu'elles soient de chaleur, enfin, tout ce que vous avez pu citer. Donc, ça serait assez intéressant de voir comment vous voyez toutes les innovations qui pourraient permettre d'apporter une meilleure résistance et une meilleure réponse à ces territoires. Deuxième question, toujours dans le rapport de la Cour des comptes, qui dit... concernant les caractéristiques techniques des réseaux publics de distribution d'électricité, le décret d'application des plans de développement de réseau issu de l'ordonnance du 3 mars 2021, qui, prise avec l'application de l'article 39 de la loi énergie-climat de 2019, qui a institué un contrat de service public entre l'État et Enedis. Sur le même modèle que celui de RTE, partagez-vous ces préconisations? Les plans précités présentent-ils effectivement des difficultés en termes d'adaptation ou d'application? La dernière remarque, petite question aussi, parce que vous avez parlé beaucoup d'énergie renouvelable et d'autoconsommation. Il y a une petite lame de fond qu'on sent. Si le modèle français de la distribution aussi fine dans tous les territoires a été réussi, ça a été grâce à la mutualisation. Quid du futur avec notamment les autoconsommations?
Merci Daniel. Pierre Cuypers. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, je souhaite que vous nous présentiez le déploiement des compteurs communicants Linky. À savoir, quels sont les objectifs et les résultats en la matière? En quoi ces types de compteurs peuvent-ils contribuer à atteindre nos objectifs de sobriété et d'efficacité énergétique? Et par ailleurs, l'an passé, un projet de décret avait été présenté devant le Conseil supérieur de l'énergie pour réduire à distance la puissance des compteurs en cas de difficulté pour la sécurité d'approvisionnement, basé sur le fondement de l'article 30 de la loi dite APER de 2023. Alors, quel est votre point de vue sur cet usage, tout simplement? Merci. Franck Menonville. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question complète finalement aussi la question de Pierre Cuypers, mais plutôt sur les réseaux électriques intelligents. Pouvez-vous nous présenter donc vos projets en matière de réseaux électriques intelligents combinant donc le numérique et l'électricité, appelés notamment Smart Grids? En quoi peuvent-ils permettre de mieux maîtriser la demande, de mieux sécuriser la fourniture, d'intégrer les énergies renouvelables, et vous l'avez évoqué, c'est un défi absolument majeur, et de mieux répondre aussi aux nouveaux enjeux, aux nouveaux usages, et notamment aux véhicules électriques. Pouvez-vous nous indiquer donc les principaux projets de démonstrateurs que vous expérimentez dans ce domaine, que vous pilotez et auxquels vous participez, où vous êtes partenaire au niveau français? Donc quels sont les objectifs, les montants, les implantations de ces projets et finalement peut-être aussi le calendrier de son effectivité? Terminé avec nos rapporteurs spécialistes. Jean-Jacques Michaud. Oui, Madame la Présidente Dominique Estrosi Sassone l'a évoqué dans son discours introductif. Quel est votre avis sur la place des réseaux électriques dans les réformes en cours, tant nationales qu'européennes? S'agissant de l'avant-projet de loi sur la souveraineté énergétique en suspens, les réseaux électriques ne figurent ni parmi les objectifs programmatiques, ni parmi les souplesses administratives, ni parmi les soutiens financiers. De plus, les réseaux électriques sont également largement omis des textes européens, tels que la taxonomie verte européenne, le paquet ajustement à l'objectif 55, la réforme du marché européen de l'électricité ou encore le règlement Industrie zéro émission. Faut-il corriger le tir et si oui, comment? Présidente, pour répondre à cette première série de questions diverses et variées. Merci aux sénateurs qui m'ont posé ces questions. Je vais commencer par la fin. Je vais essayer d'être courte aussi dans les réponses. La place des réseaux, je pense que vous l'avez senti à travers ce que j'ai essayé de vous faire partager. Nous estimons qu'elle est extrêmement importante, qu'elle doit être regardée avec d'autres. Donc, je ne suis pas en train de dire que le réseau est le seul alpha et oméga, mais il doit être... le débat est extrêmement focalisé sur le mix électrique, nucléaire versus renouvelable. C'est bien sûr important, mais sans réseau, rien de tout ça se passe. Donc il faut y consacrer, je pense, l'énergie et l'attention nécessaires, vous l'avez dit, au niveau français. Donc nous nous félicitons que dans la SFEC, pour la première fois, parmi les 5 objectifs de cette stratégie française énergie-climat, les réseaux soient mentionnés. C'est la première fois à notre connaissance. Donc nous considérons que c'est une prise de conscience. Et au niveau européen, alors l'Europe a complètement, soyons clairs, raté l'enjeu des réseaux dans tous ces derniers paquets législatifs. Mais là aussi, prise de conscience. Et donc, il y a un action plan pour le grid européen qui a été élaboré il y a quelques mois par la Commission européenne, qui va donner lieu à des textes. Et nous y travaillons également avec les transporteurs. Enedis a la présidence de l'Association des distributeurs européens et donc œuvre en ce sens. La taxonomie, nous en bénéficions. Les réseaux sont considérés comme... entrant dans la taxonomie verte, ce qui nous permet aussi d'accéder au financement de la BEI, qui sont évidemment importants pour nous. Je remonte les questions. La part intelligente des réseaux, nous ne sommes plus au stade des démonstrateurs.
Ce stade des démonstrateurs, c'était le stade intéressant, des proof of concept, de la collaboration que nous continuons, bien sûr, avec des startups, des démonstrateurs. Il y en a eu un à Nice qui s'appelait Nice Grid, il y en a eu en Vendée. Tout ça a permis de passer à la phase industrielle. Et donc c'est là où nous en sommes, à la phase industrielle des réseaux intelligents. Et d'ailleurs, pour la seconde année, nous avons été élus, alors je mets plein de guillemets, le réseau le plus intelligent au monde, parmi 80 distributeurs mondiaux, donc chinois, américains, européens, par l'index de Singapour, qui est l'équivalent du classement de Shanghai pour les réseaux de distribution, précisément sur notre capacité à accueillir des énergies renouvelables avec une bonne empreinte environnementale, à utiliser les données, à satisfaire nos clients et à fournir une électricité de qualité, et à également utiliser des technologies donc, que nous utilisons, l'intelligence artificielle. Par exemple, je vous ai parlé de la Bretagne. Nous savions qu'une tempête très forte allait arriver. Nous avons pris les modèles de Météo France. Nous les avons combinés avec nos propres modèles patrimoniaux, donc de connaissance de l'infrastructure. Nous les avons combinés et nous avons pu dire, avec anticipation et avec une marge d'erreur qui s'est révélée de 5%, qu'avec un vent de 200 km/h soufflant sur le Finistère dans tel sens, c'est là et là que la casse risquait de se produire. Et donc nous avons envoyé nos techniciens d'intervention de partout en France être prépositionnés à ces endroits de fragilité, ce qui nous a permis d'être plus efficaces dans les réparations. Nous réformons notre outil de conduite pour lui permettre d'accueillir des énergies renouvelables. Vous imaginez un outil de pilotage du réseau, puisque le réseau est maillé, donc il faut le piloter comme une grande infrastructure à base de données, à base d'intelligence artificielle et de technologies aussi de communication qui sont étroitement liées à nos activités. Le compteur Linky, un grand projet industriel délivré dans le délai prévu et en dessous du budget prévu. Nous devions équiper plus de 30 millions de compteurs entre 2016 et 2021. Nous l'avons fait. Le coût initial envisagé était 4,7 milliards. Nous avons délivré ce projet à un coût de 4 milliards. Les bénéfices pour la France, si je puis dire, ils sont de deux ordres. Du côté du réseau, ça nous permet de le piloter de manière beaucoup plus prédictive, beaucoup plus agile, parce que nous voyons ce qui se passe grâce aux données collectées par le compteur, notamment sur la basse tension, les plus petites lignes. Et pour les clients, eh bien, l'ADEME estime qu'un compteur Linky combiné à des offres adéquates des fournisseurs, notamment centré sur les heures creuses, les heures pleines, des offres vertes, etc., permet de baisser sa consommation, la consommation du client, jusqu'à 12%. Évidemment, c'est un facteur d'économie aussi pour le client, parce qu'au lieu d'envoyer quelqu'un relever la consommation, tout ça se fait à distance. Vous déménagez, ça se fait à distance. Vous voulez augmenter votre puissance, tout ça se fait à distance. Vous m'avez posé ensuite des questions sur cette expérimentation de baisse justement de puissance. Dans quel cas est-on ? On serait dans un cas qui a été envisagé l'hiver avant, de déséquilibre entre ce que la France produit et ce qu'elle consomme. Donc là, le réseau n'est pas en cause, mais il est quand même l'élément qui doit résoudre ce sujet pour éviter ce qu'on appelle le délestage. Donc là, il y a toute une série de mesures mises en place avec RTE, qu'on appelle des mesures de sauvegarde. Je baisse la tension sur le réseau. Et une qui a été expérimentée plutôt du côté des clients consistait à, plutôt que d'envisager de les couper, donc de les priver d'électricité sur des plages de 2 heures en cas de déséquilibre avéré le jour J, de les informer. Donc nous avons fait énormément de campagnes d'information dans cette expérimentation qui s'est déroulée dans le Puy-de-Dôme il y a quelques semaines et qui a concerné 120 000 clients, les informer que tel jour à telle heure, nous allions leur baisser la puissance disponible jusqu'à 3 kg et qu'ils devaient donc adapter leurs usages en fonction de cette perspective, et tout cela plutôt que de les couper totalement de l'électricité. Cette expérimentation a été un succès sur le plan technique, tout a bien fonctionné. Sur le plan de l'information des clients, très peu d'appels. Également sur le plan du résultat, puisque les clients concernés, alors on parle de 120 000, il faudrait la généraliser si on en avait besoin à une échelle beaucoup plus large. Mais pour 120 000 clients, on a observé des baisses de 20 à 25% de leur consommation par anticipation.
Donc c'est un des leviers supplémentaires qui s'ajoute à la panoplie de sauvegarde disponible. Autoconsommation, la question est très importante. Parce que l'autoconsommation, elle a besoin du réseau. Elle a besoin du réseau. Les bâtiments entre eux, ils sont connectés, je parle d'autoconsommation collective par exemple, par le réseau. Qui certifie les flux d'énergie produite et consommée suivant des codes-parts de répartition? Le compteur Linky et l'infrastructure de communication. Donc nous sommes très favorables à l'autoconsommation individuelle et collective et nous l'accompagnons sur le plan du collectif. J'ai parlé de l'individuel tout à l'heure. Il y a aujourd'hui 350 opérations d'autoconsommation collective qui fonctionnent en France et il y en a 400 en cours de développement. Et là, il y en avait quelques-unes il y a 3 ans. Donc là aussi, c'est un vrai développement. Nous sommes favorables à 3 conditions. C'est avec le réseau. C'est fondé sur la péréquation. Donc ça ne s'accompagne pas d'un tarif local. Parce que si on commence à aller sur des tarifs locaux, alors ça n'est plus la péréquation. Et donc là, on est dans un autre monde. Pourquoi pas, mais il faudrait l'envisager avec toutes ces conséquences sociales, économiques et techniques. Ça n'est pas le modèle français, et je mets beaucoup de guillemets à modèle. Et la 3e condition, c'est évidemment avec la capacité de comptage et de certification. Je pense que c'est important d'avoir un acteur de confiance comme Enedis dans le service public qui certifie les flux échangés entre les acteurs des projets d'autoconsommation. La résilience des réseaux et est-ce que les coûts sont exorbitants? Vous avez utilisé, Monsieur le Président Grémier, le terme d'exorbitant. Je dirais en croissance. Exorbitant, nous passons d'un investissement qui a été en 2023 de 4,9 milliards à un investissement supérieur à 5 milliards, 5 milliards et demi. Donc c'est une progression constante. Par contre, ce qui serait exorbitant, c'est d'enfouir tous les réseaux. Alors là, voilà, pardonnez-moi, j'ai mal compris. Le coût, effectivement, serait exorbitant. Là, on parle de 120 à 150 milliards s'il fallait tout enfouir. Le réseau, il est aujourd'hui moitié souterrain, moitié aérien. Et donc, ce réseau aérien, eh bien, nous l'entretenons, nous le modernisons. Mais par contre, tout ce que nous construisons, à 95%, est enfoui. C'est-à-dire tout le neuf est enfoui. Mais nous avons ce réseau aérien qu'il nous faut continuer à entretenir et à moderniser. Je finis par les questions autour de la loi APR. Aménagement du territoire, évidemment, c'est également un levier que permet ce réseau. Répartition équitable. Les projets sont portés par des acteurs qui ont leurs propres contraintes, leur propre rationalité. Nous sommes là pour les accompagner et tenir compte de leurs besoins. Mais il faut aussi que leur expression de besoin tienne compte des capacités actuelles des réseaux que nous efforçons évidemment de renforcer. Vous savez ce qu'est un poste source. En 2023, nous en avons construit 3. En 2024, cette année, nous allons en construire 6. Dans 5 ans, nous allons en construire 8 par an, jusqu'en 2030, puis 14 par an. Donc, nous nous adaptons, nous mettons les moyens, mais certains d'entre eux sont déjà saturés du fait de S3R ENR qui sont déjà un peu anciens. Et donc, il faut prendre aussi en compte tous les projets qui sont devant nous. Donc, moi, je considère que ces défis sont tenables et soutenables et réalisables et relevables, mais avec une planification beaucoup plus volontariste, beaucoup plus assumée, beaucoup plus collaborative. Je vous cite un seul exemple. Dans la loi ZAN, nous avons des difficultés à faire reconnaître l'attribution du foncier pour nos postes sources, alors que RTE bénéficie d'une exemption. Voilà quelque chose de très concret que nous voudrions faire changer. Merci. Donc, on va ouvrir le champ des questions. Donc, je laisse la parole à Laurent Duplon. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente d'Enedis, moi j'ai des questions concernant les installations photovoltaïques. Alors, quand je suis rentré dans la salle, vous parliez des délais de raccordement. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus difficile pour tous ceux qui veulent investir dans le photovoltaïque parce que les délais de raccordement sont de plus en plus longs. Nous sommes aujourd'hui à 6 mois, voire 7 mois, alors qu'il est écrit dans vos documents que normalement, on devra avoir une date de complétude du dossier au bout de 3 mois. Cela a un impact, obligatoirement, puisque le tarif de rachat de l'électricité qui est faite par ces centrales va être déterminé par rapport à l'offre que vous allez pouvoir faire
et la détermination de tout cela. Et d'ailleurs, sur cette question-là, à part si j'ai loupé une information, mais il est totalement impossible de connaître la méthode de calcul qui permet de savoir quel est le montant, trimestre après trimestre, du montant de rachat de l'électricité. Alors vous allez peut-être me répondre, c'est la réponse de la Creux, mais en tous les cas, ce barème n'est pas public, ou du moins je ne l'ai pas vu, et ne nous permet pas, au fur et à mesure du temps, de savoir, pour tous ceux qui montent un business plan, quelle va être l'évolution du tarif et comment, surtout, il est calculé. Et en fait, pour terminer, on a deux coefficients. On a un coefficient qu'on appelle le coefficient KN, qui permet l'indexation du tarif définitif, où là aussi, on n'a aucune possibilité de connaître comment il est calculé. Donc en fait, tous ceux qui font des projets de centrales photovoltaïques, comme tous ceux qui sont prêts à investir, sont dans une forme de flou artistique entre, d'un côté, la durée à laquelle ils vont être soumis par le fait qu'Enedis n'est plus en capacité de pouvoir répondre dans les temps sur le délai de raccordement et surtout sur l'offre du montant de raccordement, et le deuxième correspondant au tarif avec lequel ils vont être traités, qui leur permet d'établir le business plan. Puisque à un moment donné, quand vous ne savez pas à quel moment on va vous répondre et quel est le coefficient qui va vous permettre de multiplier les quantités d'électricité produites, on en arrive à une situation qui est quand même un peu grotesque. Malgré tout cela, c'est quand même des investissements qui sont de plus en plus lourds et qui permettent de faire de l'énergie verte qui va exactement dans le sens de ce que tout le monde nous raconte, mais qui fait qu'en réalité, on est dans une forme d'injonction contradictoire, puisqu'on nous dit de faire et on nous met des boulets aux pieds qui nous empêchent de faire. Merci Laurent. Philippe Grosvalet. Oui, Madame la Présidente, comme notre propre Présidente, vous avez rappelé à juste titre votre proximité avec les collectivités locales. Vous avez évoqué l'électrification de demain et la transition énergétique qui convient. Dans le département de Loire-Atlantique, nous sommes pionniers en matière de transition avec un parc éolien offshore, le premier en France, la première éolienne flottante en démonstrateur. Et puis, nous attendons avec impatience, mais ce n'est pas l'objet de ma question, la transformation de notre centrale à charbon en centrale à pellet. Vous avez rappelé les événements climatiques et le drame que vous avez connu. Et l'ouest de la France, me semble-t-il, est toujours en première ligne, s'agissant des grandes tempêtes qui viennent souvent du sud-ouest. Vous avez rappelé vos objectifs ambitieux que nous partageons, et notamment celui de recruter, de former des jeunes sur les métiers du futur liés à ces réseaux. Vous avez rappelé votre volonté d'être présent, je vous cite, aux 4 coins de la France et de mettre votre expertise au service de nos collectivités, de réduire par 2 le délai de raccordement des clients, de rétablir 90% des clients en 48 heures, bref, des objectifs ambitieux. Mais au fond, Madame la Présidente, vous nous avez parlé de réseaux, d'investissement, mais vous avez omis de nous parler de votre principal patrimoine, le patrimoine humain. Ces 40 000 ou près de 40 000 femmes et hommes qui sont au fond les dépositaires de votre capital principal, celui des savoir-faire acquis et transmis, parce que ces métiers sont sensibles, difficiles et dangereux. Dès lors, Madame la Présidente, je vous pose cette question. Comment expliquer que le 16 décembre 2022, à la veille du départ de vacances en Noël, M. Pierre Villedieu ait annoncé en votre nom son intention de fermer le centre de formation de Saint-Étienne-de-Montluc en 2025, au prétexte, et sans aucune concertation avec les élus locaux, que les locaux seraient vétustes et les loyers élevés. Vous venez de nous rappeler que quand un réseau est vétuste, vous investissez. Et qu'est-ce que seraient quelques petites dizaines de millions par rapport à vos investissements? Alors, pourquoi, Madame la Présidente, je vous pose solennellement cette question, pourquoi refusez-vous de vous mettre autour de la table et de vous associer justement à l'ambitieux projet territorial porté par la communauté de communes, le président de la communauté de communes et tous les acteurs locaux d'un campus de la transition énergétique avec les principaux acteurs de l'énergie? Pourquoi refusez-vous ce dialogue? Pourquoi ne répondez-vous pas aux sollicitations multiples qui vous ont été adressées
Bref, pourquoi voulez-vous quitter l'ouest de la France? Pourquoi nous abandonnez-vous? Merci Philippe. Et on termine avec, pour cette série de questions avec Gilbert Favreau. Gilbert. Oui, Madame la Présidente, je suis dans un département rural, les Deux-Sèvres, dans lequel la distribution de l'électricité est opérée partie par Enedis, partie par un syndicat intercommunal, le SIETS, qui fait donc l'essentiel de cette distribution et qui, aujourd'hui, se pose effectivement les questions de savoir comment l'accord peut être passé avec Enedis sur le transport de l'énergie et en aval sur un certain nombre, vous parliez tout à l'heure d'autoconsommation collective. Je pense qu'il faut voir également les réseaux qui approvisionneront ce syndicat intercommunal. Et je vous pose la question, est-ce que tout cela a été prévu dans votre programme des années à venir? Voilà, Madame la Présidente, pour répondre à ces trois premières séries de questions. Merci pour cette série de questions. Donc, sur la question des raccordements, une question qui était double sur les délais de raccordement, mais également sur le tarif d'obligation d'achat. Donc là, on parle de l'énergie qui n'est pas consommée et qui est rachetée. Toute cette partie-là, j'en suis désolée, mais n'est pas du tout de la responsabilité d'Enedis. Tout ce qui a trait à l'obligation d'achat, les tarifs de rachat, leur visibilité, leur simplification, j'entends votre propos, leur caractère crucial pour apprécier la rentabilité d'un projet, bien évidemment, et aussi son calendrier. Tout ça n'est absolument pas géré par nous, mais évidemment, j'entends votre point. Les délais, par contre, ça, c'est notre responsabilité. Donc, s'agissant des délais, avant de répondre à cette question sur les délais, juste vous dire que vous pouvez aller sur une application en open data que nous avons mise qui s'appelle Le Mix, et vous verrez de manière très transparente l'ensemble des projets en développement, des projets ENR, qui sont rentrés dans la file de ce qu'on appelle les projets en développement, donc ils ne sont pas nécessairement au stade du raccordement, puisqu'il y a un temps de développement du projet, d'autorisation, mais ils ont manifesté à Enedis qu'à un moment, ils devraient être raccordés. Si aujourd'hui, nous fermions tous les guichets d'accueil, nous avons 4 ans de travail. Je vous ai dit que nous raccordions 5 gigawatts à peu près chaque année, au prix d'un énorme effort, puisque nous étions à 2 il y a 3 ans. Eh bien, il y a 20 gigawatts dans la file de projets en développement. Donc, quand je parle de défis industriels et techniques, ce simple chiffre, même si tous les projets, il y en a peut-être 10 à 15% qui vont être abandonnés en cours de route pour des raisons X ou Y, mais ça vous donne une vision de l'ampleur du phénomène. Alors, sur les délais, la loi récente que nous avons tous mentionnée a divisé par 2 ces délais. Pour les petits producteurs, c'est passé de 2 à 1 mois. C'est un délai légal. Évidemment, nous efforçons de respecter. Nous avons eu un début 2023 qui a été difficile parce qu'il y a eu un énorme afflux de projets de petits producteurs. Nous sommes aujourd'hui dans le délai inférieur à 1 mois. Sur les grands producteurs, la loi a fait passer le délai de 18 mois à 12 mois. Nous sommes en moyenne. Donc, évidemment, il y a des différences dans les territoires. Il y a des territoires où nous ne tenons pas ce délai. Nous efforçons de courir plus vite. Mais en moyenne, nous sommes aujourd'hui à 275 jours, même si, encore une fois, il y a des différences par département. La proximité, alors j'en viens maintenant aux 2 dernières questions qui concernent la situation très particulière du centre de formation dit Campus de Saint-Étienne de Montluc, donc évidemment dont je connais bien la situation. D'abord, vous rassurez, monsieur le sénateur, en vous disant que nous ne refusons pas le dialogue. Je vais rencontrer dans quelques jours madame la présidente de la région pour échanger avec elle et l'ensemble des parties prenantes. Évidemment, une question aussi qui est portée par les syndicats d'Enedis de manière très forte. Enedis, c'est une entreprise qui consacre 7% de sa masse salariale à la formation. Donc, bien évidemment que le capital humain, il y a peu d'entreprises de services publics qui consacrent 7% de leur masse salariale
à la formation. Chez nous, nous ne sommes pas une entreprise majoritairement de cadres. Nous avons à peu près 15% de cadres. Un cadre sur deux n'était pas cadre en entrant à Enedis. 50% des agents d'exécution deviennent agents de maîtrise en 10 ans. Donc nous sommes une entreprise qui fait fonctionner l'ascenseur social, et ça fait partie de notre vision, de notre rôle. Et pour cela, évidemment, nous y consacrons beaucoup de moyens financiers et humains de formation. Après, pour répondre plus précisément, mais c'est un sujet qui est en cours de discussion, sur l'organisation de la formation. Bien évidemment, nous sommes aussi un acteur qui doit être efficace. Nous rendons compte de nos coûts. Nos coûts, ce sont les factures des clients. Donc, évidemment que nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Et donc, nous avons mis en place, il y a quelques années, un programme de réorganisation et de performance de nos actions de formation qui consiste plutôt à regrouper des campus sur une maille plus importante que de laisser subsister des campus plus locaux. Celui-là, vous l'avez d'ailleurs évoqué, monsieur le sénateur, en plus des problèmes de vétusté, de relations compliquées avec le propriétaire. Mais ces sujets sont en train d'être discutés. Je vous propose qu'on puisse en reparler à loisir après cette réunion-là qui est prévue, qui a été prévue avec la présidente de région. Nous ne sommes pas non plus le seul acteur de campus de la transition écologique. Il y a d'autres acteurs qui sont autour de table. Et je finis par la dernière question sur les relations avec Géredis. Je pense que c'est le syndicat des Deux-Sèvres et nos relations sont tout à fait sont excellentes. Nous prenons en compte leurs besoins et nous les secourons d'ailleurs quand ils ont des avaries sur leur réseau, et on peut compter aussi sur leur solidarité. Donc ce sont des relations qui sont excellentes avec cette régie, mais avec d'autres, puisque 5% du territoire sont couvertes, Madame la Présidente l'a rappelé, par des régies et non pas par Enedis. Alors, nous continuons avec Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous avez évoqué dans vos propos la sobriété. Effectivement, pour aller vers la sobriété, il faut aller vers un consommateur acteur, un consommateur éclairé, on va dire même. Et aujourd'hui, il y a une large méconnaissance des consommations par nos concitoyens. Et donc, il y a un élément qui a déjà été abordé, qui aurait pu apporter vraiment quelque chose de crucial, c'est le compteur Linky. Et dans la loi de 2015 TECV, il était demandé un compteur déporté de ce Linky. Le décret est arrivé 5 ans plus tard, il a fallu beaucoup de temps, et il a accouché vraiment d'une souris. C'est-à-dire que les compteurs déportés sont réservés vraiment à une très large minorité qui doit en faire la demande et qui doit bénéficier des chèques énergie. Donc, en fin de compte, on n'est pas du tout dans cette acculturation qu'on devrait avoir nos concitoyens sur l'électricité et sur leur consommation. Avez-vous des retours également sur ces installations de compteurs Linky? Parce que, en tant qu'élu local, j'ai été confronté à beaucoup d'inquiétudes, voire de l'opposition d'un certain nombre de concitoyens. Où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a des retours? Est-ce que ces inquiétudes sont levées? Je pense que c'est intéressant d'avoir toujours un peu cette question de l'après. Autre question, on n'a pas abordé le côté matière. Concernant le réseau, on sait que le cuivre est une denrée de plus en plus rare, même si on a encore des grands stocks sur la planète. Ceci étant, il va se renchérir. Est-ce qu'il y a des estimations donc de fait des besoins à venir et des coûts qui seront induits? Dernière question concernant les courants fantômes aussi. Alors, on entend parler souvent sur certaines installations, j'ai visité un parc éolien il n'y a pas très longtemps avec des agriculteurs qui étaient confrontés, qui estimaient qu'il y avait des courants fantômes qui venaient perturber leur élevage. Alors, est-ce que, quand on dit fantôme, je n'y crois pas beaucoup aux fantômes. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des courants ou pas? Et quelles sont les études qui sont faites là-dessus? Merci, madame. Merci. Fabien Gay. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Présidente pour vos propos introductifs. Donc une réflexion et 2 questions.
Ma première réflexion, c'est que on a pu développer le réseau électrique et le mutualiser et faire la péréquation tarifaire parce qu'il y avait un service public de l'énergie qui a permis à chacun, au lendemain de la guerre, d'unir 1300 entreprises électriques et gazières et de se dire qu'il y avait besoin d'électrifier la France et que chacun y aurait accès. Non, mais je dis ça parce que de temps en temps, c'est bien de se le redire. C'est que c'est le service public qui a permis ça. Et on a une question qui va nous être posée, puisqu'il y a l'électrification des usages. Je partage tout à fait ce que vous avez dit, sortir des énergies fossiles. Et donc, il va falloir continuer à déployer les réseaux. Est-ce que nous pourrons continuer à le faire si on continue à éclater le service public tel qu'il est? Est-ce que les plus riches, entre guillemets, les grandes entreprises, nous, des PPA, c'est-à-dire des contrats directs avec certains fournisseurs, et donc de les sortir du réseau, et qu'à la fin, il ne reste plus qu'un réseau de pauvres, et les riches se seront réglés. Et par exemple, j'ai une différence sur la question de l'autoconsommation, un peu plus de 400 et quelques mille, suivant vos données. Bien sûr, bon, c'est bien, tant mieux. Ils ne perdent pas le turc s'il n'y a pas de surplus, je connais bien effectivement tout ça. Ça coûte cher, évidemment, à relier. Et puis, celles et ceux qui ont les moyens peuvent se le faire. Mais ça permet aussi, il faut se le dire, beaucoup d'arnaques aux panneaux solaires. D'ailleurs, dont vous êtes victime avec EDF, puisqu'il y a beaucoup de démarchage téléphonique, même s'il est interdit depuis 2020, qui se fait au nom de votre entreprise ou celle d'EDF. Donc je pense qu'il y a un besoin de continuer à faire le ménage autour de ces pratiques qui n'ont pu se développer qu'en réalité avec l'éclatement du service public. Bon, j'en viens à deux questions. La première, c'est est-ce que Enedis va rester 100% filiale d'EDF qui a été réétatisée? Parce qu'il y a une question. D'abord, elle n'a pas été renationalisée, elle a été réétatisée. Mais on sait, parce que le gouvernement a une vision politique que je ne partage pas, tout le monde le sait ici, c'est celle d'appliquer par la fenêtre ce qui est sorti par la porte, c'est-à-dire le projet Hercule, et à un moment donné, de scinder l'entreprise en 2 ou 3 entités et d'en ouvrir potentiellement une ou plusieurs entités à des capitaux privés. Enedis étant une entité rentable, est-ce que vous avez aujourd'hui l'assurance d'une non-évolution de votre capital? Parce que je pense que c'est une question qui concerne la représentation nationale et les collectivités, évidemment, territoriales. Et la dernière, je ne fais pas plus long, bon, c'est la question un peu piquante, vous m'en excuserez, c'est pas grave, on n'est qu'entre nous. Je partage avec mon collègue le capital humain. C'est extrêmement important, notamment dans une belle entreprise qui est Enedis. Je sais qu'il y a des discussions en ce moment, mais la question salariale vient comme elle se pose dans toutes les entreprises, pas que chez vous, je le dis. Je sais qu'il y a des mouvements qui sont prévus, notamment de grève. La question, c'est que les salariés d'Enedis, c'est 7 jours sur 7, 367 jours par an, vous le savez mieux quiconque. Dans la branche gazière et électrique, par exemple, EDF va avoir un intéressement à 1 600 €. Vous avez remonté 1,250 milliard de dividendes à la filière mère, mais pour l'instant, les intéressements, c'est zéro pour celles et ceux d'Enedis. Est-ce que des négociations vont continuer? Parce que comme tout chef d'entreprise, dans toutes les entreprises publiques ou privées, les gens, évidemment, sont touchés par l'inflation. Voilà mes questions et je vous remercie de vos réponses. Merci Fabien. Christian Redon-Sarrazy. Merci pour vos propos. Moi, je reviendrai sur le compteur Linky, mais plutôt sur le volet données. Ils sont communicants, donc on a des flux de données importants qui circulent donc avec ces compteurs. Je suppose que les incidents de 2022, c'est du passé, notamment au RGPD, enfin la conformité, et la fuite qu'il y avait eu de données, tout ça est réglé. Je voulais quand même savoir, donc en termes de cloud, où sont hébergées aujourd'hui les données que vous collectez et où en êtes-vous dans l'utilisation de l'intelligence artificielle donc, sur ces données qui ouvrent sans doute des perspectives intéressantes en termes d'économie d'énergie et en termes aussi de finalité pour le consommateur et notamment pour peut-être optimiser à la fois sa consommation et aussi les dépenses d'énergie, notamment des plus fragiles.
Madame la Présidente, je vous propose de répondre à cette nouvelle série de 3 questions. Plusieurs questions dans la série. Plusieurs questions, merci. Merci pour ces questions. Donc, il y a eu plusieurs questions autour du compteur Linky. Et donc, aujourd'hui, par exemple, quelle est la satisfaction ou la perception des Français de ce compteur dont ils sont équipés à plus de 95%. C'est une bonne perception et une forte satisfaction. Après des débuts, vous le savez, difficiles, hein, vous l'avez mentionné, beaucoup d'inquiétudes infondées, bien sûr, autour à la fois des questions des ondes. Hein. Je rappelle qu'on est sur une technologie qui est l'équivalent d'un volet roulant ou d'un babyphone en termes d'émissions d'ondes, mais ça n'a pas toujours été perçu ainsi, autour du caractère utilisable des données sans le consentement des personnes. Donc non, nous ne savons pas à quel moment nos clients prennent leur douche grâce au compteur Linky. Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je tiens à le redire solennellement. Et donc cette période est derrière nous, parce qu'effectivement, au début du compteur Linky, il n'y avait pas forcément d'offres des fournisseurs, et donc le bénéfice pour le client n'était pas facilement perceptible. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'offres qui sont d'offres des fournisseurs qui sont calées sur les fonctionnalités du compteur Linky. Donc les bénéfices pour le client, j'ai cité tout à l'heure la diminution de facture, sont beaucoup plus perceptibles. Il reste quand même des opposants et des irréductibles, comme face à toute technologie, face à tout changement. Et donc, nous les prenons comme tels. Nous discutons d'ailleurs avec eux de manière régulière. Mais nous avons gagné dans la durée tous les contentieux qui nous ont été faits sur toutes ces questions. Donc, on est vraiment dans une phase tout à fait nouvelle. Vous avez posé aussi la question, je pense, de l'électrosensibilité, qui concerne un peu les réseaux de distribution, mais beaucoup plus les réseaux de transport, des atteintes éventuelles aux élevages. Là aussi, il y a des études sérieuses qui sont faites par des organismes externes qui, je pense, peuvent dissiper les craintes. Sur la partie communicante du compteur Linky, à ma connaissance, et j'en suis même certaine, il n'y a pas de question de fuite de données. Par contre, vous imaginez bien que, étant donné le rôle très, très stratégique de cette infrastructure Linky, parce que Linky est elle-même une infrastructure au sein des infrastructures Enedis, elle est protégée par des dispositifs notamment de cybersécurité sophistiqués pour éviter toute situation de vulnérabilité. Nous manipulons chaque jour 500 millions de données de consommation. 500 millions de données de consommation, notamment en remontant aux fournisseurs qui nous en font la demande, ce qui s'appelle des courbes de charge, pour leur permettre d'élaborer leurs offres. Et donc, nous faisons aussi, il y a aujourd'hui à peu près de toute taille, 80 fournisseurs en France. Nous sommes l'infrastructure qui permet de faire fonctionner tout cela, quoi qu'on pense de la situation de ce marché. Et nous traitons de la même manière, c'est notre obligation d'indépendance et de non-discrimination, tous les fournisseurs, quel que soit leur nom et quelle que soit leur taille. Vous avez, monsieur le sénateur Gay, évoqué le service public. Je partage, je l'ai dit, je pense, votre attachement au service public. Le service public est au cœur du projet d'entreprise des 40 000 salariés d'Enedis. Nous considérons que le service public, c'est une notion moderne, pour peu qu'il soit efficace, innovant et solidaire. Et donc, nous avons mis ces mots que je viens de citer dans notre raison d'être. J'ai dit que nous étions une entreprise à mission. Et la première phase de définition de notre mission, c'est celle-là, c'est agir comme un service public de distribution d'électricité innovant, performant et solidaire. Donc, n'ayez aucun doute sur notre attachement à ces valeurs qui rassemblent tout le corps social d'Enedis, du dirigeant aux salariés sur le terrain. Et donc, ça, je pense qu'il faut le redire. Après, vous m'avez posé des questions, et sans vouloir me défausser, mais qui relèvent plus de mon actionnaire, le groupe EDF, ou de l'État, qui est l'actionnaire suprême, en quelque sorte, sur la détention en capital d'Enedis. Alors, il y a eu, bien sûr, une proposition de loi auquel vous avez contribué, qui est plutôt dans son dernier état. Je crois que les textes, la Constitution est très claire. Enedis, c'est une entreprise
qui doit rester une entreprise publique, par nature, étant donné ses missions, les droits exclusifs qui lui sont confiés, c'est et cela doit rester une entreprise publique. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucun projet d'ouverture de son capital. Nous avons les moyens de nous développer à l'intérieur du groupe EDF. Nous représentons chaque année près de 25% des investissements du groupe EDF. Ça veut dire que chaque année, le groupe EDF consacre le même montant d'investissement, et là encore, ça n'est pas suffisamment connu, au développement du nucléaire existant, à son maintien, à l'extension de sa durée de vie, à la programmation et aux études du nucléaire futur, et 25% également au réseau de distribution, et donc à 98% à Enedis, puisqu'il y a aussi les réseaux outre-mer que nous n'opérons pas. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Ensuite, on m'avait interrogé sur les questions salariales et d'intéressement, donc je voudrais vous apporter quelques précisions. Non, l'intéressement n'est pas de 0 € à Enedis, il est de 1800 €, certes en baisse par rapport à l'année dernière, mais parce qu'une partie des résultats opérationnels, notamment avec 16 tempêtes, eh bien, nous n'avons pas tenu l'objectif qui était fixé en termes de qualité et de temps de coupure. 16 tempêtes, c'est tout à fait exceptionnel, mais c'est un intéressement de 1800 €, et en moyenne, c'est le chiffre de l'intéressement à Enedis ces 3 dernières années. S'agissant des salaires maintenant, eh bien, je tiens à vous dire que nous avons une politique salariale qui est responsable, mais qui est quand même ambitieuse et qui réserve une bonne part dans le partage de la valeur ajoutée aux salariés d'Enedis. Et c'est normal, comme vous l'avez souligné, parce que ce sont eux qui délivrent les missions de service public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si je prends les 2 dernières années qui ont été des années très fortes d'inflation, eh bien, pour une inflation cumulée un peu plus de 9% en 2022-2023, nous avons en moyenne consenti des augmentations salariales à 13,5%. Donc nous avons fait plus que largement couvrir l'inflation. Et ça n'est pas que sur ces 2 dernières années, mais c'est depuis les 15 dernières années. Donc la politique salariale, l'engagement des salariés, leur reconnaissance fait bien partie de notre projet humain. Je note d'ailleurs qu'en 4 ans, le taux d'engagement des salariés d'Enedis a progressé de 15 points. Et c'est bien parce que nous mettons ces leviers humains, cette solidarité, ce sens du collectif au cœur de notre projet. L'intelligence artificielle, oui, nous l'utilisons déjà beaucoup, bien évidemment, à la fois pour éviter de faire des déplacements sur le terrain, en utilisant notamment des drones pour faire des photographies de nos lignes et pour décider là où il y a besoin de réparation. Et c'est évidemment aussi très prometteur du côté de l'efficacité et de pilotage de la consommation, même si, encore une fois, une grande responsabilité revient aussi aux fournisseurs. Les fournisseurs ont aussi ce rôle d'aider leurs clients à maîtriser leur consommation. Merci. Alors, nouvelle série, Amel Gaker. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais aborder l'adaptation des réseaux de distribution d'électricité au changement climatique. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes du 12 mars a évoqué récemment donc, la nécessité d'intervenir et de renforcer cette adaptation, sachant que, vous le savez, ces réseaux sont particulièrement sensibles en fait, aux différents épisodes que nous connaissons, et des épisodes de plus en plus intenses. Et je vais parler de ce que je connais encore une fois le mieux, notamment les récents épisodes d'inondations dans le Nord et dans le Pas-de-Calais qui malheureusement ont conduit à une coupure d'électricité de 10 000 foyers, par exemple, en tout cas début janvier. Donc, face à la multiplication de ces épisodes, de plus en plus intenses, de plus en plus donc, courants, comment anticipez-vous ces risques, ces situations d'urgence donc, dangereuses pour les habitants? Je vous remercie. Merci Amel. Sylviane Noël. Pardon, j'avais indiqué que je retirais ma question, pardon, elle a déjà été abordée. Pardon Sylviane. Donc on passe à Daniel Laurent. Oui, Madame la Présidente, il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées déjà, mais une, je pense que vous n'avez pas abordé concernant les nombreux investissements qu'ont prévu Enedis, c'est le système de stockage d'énergie qui peut être important pour optimiser la gestion des réseaux.
Ça, c'est une première question. Une deuxième question plus technique, puisque les autres ont été abordées. Lors du dernier congrès de la FNCC à Rennes, où nous étions d'ailleurs rencontrés en septembre 2022, vous aviez déclaré, et je reprends vos dires, Enedis n'oublie pas le réseau basse tension qui passera par l'éradication des fils nus. Cela conduira à supprimer plus de 25 000 km de fils nus d'ici 2035, soit la quasi-totalité du stock. Alors s'il paraît envisageable que ce résultat soit obtenu dans les milieux ruraux grâce aux syndicats d'électrification et d'énergie et grâce au FACÉ, comment pensez-vous parvenir à ce résultat dans les communes sous régime urbain? Comptez-vous particulièrement avec les syndicats d'énergie, sachant que les subventions attribuées par Enedis dans le cadre de l'article 8 ne suffiront pas, du contrat de concession ne suffiront pas. Je rappelle qu'en site urbain, l'enfouissement de l'ensemble des réseaux aériens peut coûter jusqu'à 500 000 euros par kilomètre. Or, nous observons que le taux de subvention prévu par l'article 8, qui est 40%, même ajouté au montant de redevance de concession, ne suffit pas à lui seul à déclencher des demandes d'effacement par les communes. Merci de votre réponse. Et Bernard Buis. Merci Madame la Présidente, merci pour vos propos clairs et précis. Moi j'aurais juste une petite question concernant les bornes événementielles. Dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris, vous avez envisagé d'installer sur la majorité des sites olympiques des bornes événementielles. Quel est l'avenir sur ces bornes? Qu'est-ce que vous allez en faire après? Combien en avez-vous installé et comment est-ce que ça va fonctionner? Voilà, Madame la Présidente, et je me permets, au nom de notre collègue Daniel Salmon, qui me dit qu'il n'a pas obtenu de réponse de votre part sur les compteurs déportés et sur la matière première du cuivre. C'est exact. Alors, je vais essayer de vous répondre sur le cuivre. Alors, le cuivre, plus largement, nous avons évoqué dans ces échanges les moyens financiers, les moyens humains, les moyens techniques, technologiques. Évidemment que la question de l'approvisionnement, qu'on appelle parfois la supply chain, est absolument clé pour Enedis. Nous faisons travailler une filière qui elle-même nous livre en câble, en tôle, en poste de distribution, en matériaux, et qui effectue pour nous des travaux. Et je suis très contente de voir que ces questions de supply chain industrielle en France et en Europe et de compétences, ce sont deux volants absolument clés pour notre future réussite, sont beaucoup plus présents aujourd'hui dans notre environnement de réflexion, et donc ça vaut aussi pour les réseaux. Plus précisément, nous utilisons du cuivre dont les prix ont énormément augmenté, donc ça fait partie aussi de la hausse des coûts que nous avons à absorber par plus d'efficacité, parce que vous avez cité le cuivre, mais j'aurais pu citer la tôle, mais nous utilisons plutôt beaucoup d'aluminium dans les câbles que nous utilisons et les matériaux. Et donc là aussi, ce sont des sujets de prix, mais aussi de disponibilité, parce qu'il y a une sorte de compétition internationale pour avoir accès à ces matériaux qui peuvent devenir et plus chers et plus rares. Mais nous sommes une industrie. Enedis, c'est à peu près 6 milliards d'achats chaque année. Milliards d'achats, dont 90% en France et 50% via des TPE, PME. Donc on est bien dans la mission sociale et de service public que nous évoquions tout à l'heure. Sur les compteurs déportés, je vous ferai une réponse plus précise si vous le voulez, parce qu'il faut que je fasse quelques vérifications pour vous répondre de manière exacte. Alors ensuite, j'ai eu une question, Madame la sénatrice, sur les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Et oui, des postes sources ont été inondés qui n'avaient jamais été inondés. Donc, nous prenons bien cela en compte parmi les risques climatiques qui sont modélisés pour planifier nos futurs investissements, et notamment leur future localisation. Nous n'allons pas mettre des installations sur le trait de côte qui sera reculé de X mètres dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ça, il faut le prévoir maintenant, parce que quand on installe un poste source, c'est pour 40 ans, 50 ans. On ne va pas le changer d'emplacement, s'agissant d'un objet à 5 millions d'euros quand même, tout
tous les matins. Donc oui, le risque d'inondation qui est dans le Pas-de-Calais, mais qui est aussi à Paris, par exemple, et dont nos postes sources, par exemple le pont de l'Alma, sont équipés de systèmes anti-inondation, mais évidemment jusqu'à un certain point. Tout ça est bien pris en compte, tout ça est modélisé, et ça suppose d'adapter les matériaux et les modes de construction à ce nouveau contexte. Vous m'avez interrogé, monsieur le sénateur, sur le stockage. Alors le stockage est plutôt du côté concurrentiel dans la répartition entre les acteurs de l'énergie, mais nous raccordons les installations de stockage. Aujourd'hui, assez marginal, on a raccordé 400 mégawatts l'année dernière, donc on n'est pas à la hauteur des 4 gigawatts d'énergie renouvelable. Mais bien évidemment, nous travaillons avec les stockeurs, étant donné leur rôle aussi sur l'équilibre du réseau, à la fois au niveau national et au niveau local. Demain, le réseau, c'est plus de NR, plus de véhicules électriques, plus de batteries, plus de stockage. Et donc la question de la boucle locale et de son intelligence et de son pilotage devient absolument cruciale, aussi cruciale que l'équilibre global du système électrique au niveau national. Vous avez aussi mentionné l'article 8, donc ça c'est pour les spécialistes du contrat cadre. Voilà, donc c'est un objet, c'est un sujet de discussion en ce moment même avec la FNCCR, puisque évidemment nous sommes conscients de ce que vous évoquez, et j'ai bon espoir que nous aboutissions à un accord dans le cadre du prochain congrès qui aura lieu à Besançon. Vous avez évoqué celui de Rennes. Nous nous préparons à nous rencontrer au congrès de Besançon en juin de cette année. Enfin, les Jeux Olympiques, merci de l'avoir mentionné, parce que les Jeux Olympiques, c'est un bon exemple du changement de mentalité auquel nous devons nous préparer tous et auquel nous contribuons. Peut-être savez-vous que quand vous allez assister à un grand événement sportif ou culturel, un grand concert par exemple dans un stade, en fait ce stade fonctionne sur groupe électrogène diesel dans la culture des opérateurs de ces grands événements sportifs événementiels. Évidemment qu'il y a l'électricité au Stade de France, vous l'imaginez bien, mais par culture, par habitude, notamment pour éviter d'éventuelles micro-coupures dans des retransmissions télévisées qui sont mondiales, eh bien, ces acteurs avaient l'habitude d'utiliser des groupes électrogènes diesel. Nous avons travaillé avec eux, avec évidemment le COJO, avec le CIO, pour passer d'une utilisation du diesel à une utilisation du réseau en premier recours. Et donc, nous avons fait 100 millions d'euros de travaux, 800 000 chantiers, sur toutes les installations sportives des Jeux Olympiques pour rendre possible ce changement d'habitude. Et en secours, au cas où il y a un problème technique, il y aura bien des groupes électrogènes, mais majoritairement à batterie, c'est-à-dire n'émettant ni CO2, ni soufre, etc. Alors, les bornes événementielles sont un autre dispositif pour contribuer à rendre ces Jeux Olympiques verts et responsables. Et d'ailleurs, quand le président du COJO parle des jeux responsables, il dit ils seront responsables parce que les logements des athlètes vont être réutilisés, parce qu'on va se déplacer en transport en commun majoritairement, et parce que Enedis apportera une énergie décarbonée dans les conditions que je viens de citer. Les bornes événementielles sont un dispositif tout particulier. De quoi parle-t-on ? On parle d'endroits où il y aura des manifestations éphémères, et donc le milieu de la place de la Concorde, par exemple, où le réseau, là encore, n'est pas forcément dimensionné pour accueillir une immense compétition ou un immense concert. Eh bien, nous avons mis en place, avec la mairie de Paris et avec le soutien de l'ADEME aussi, qui a trouvé cette idée tellement intéressante qu'elle a souhaité la cofinancer, des bornes qui sont enfouies dans le sol et qui peuvent, par télécommande, ça c'est à l'initiative de la collectivité locale, en l'occurrence la mairie, eh bien, sortir du sol pour offrir des possibilités de branchement avec une bonne puissance à ces événements à raccorder. On ne va pas faire des investissements lourds et chers pour raccorder alors qu'il n'y a pas de consommation et pas d'habitation au milieu de ces endroits. Mais par contre, nous, c'est une innovation, on a beaucoup parlé d'innovation, vraiment intéressante et responsable. Donc nous en avons installé de mémoire plus d'une dizaine et d'autres sont en projet, mais nous voulons aussi généraliser ça à d'autres localités en dehors même des Jeux Olympiques. La présidente, donc il nous reste 3 séries de questions. Patrick Chaise. Oui, merci Madame la Présidente.
Alors, deux questions rapides, parce que le sujet a déjà été abordé, mais je voudrais l'aborder sous un autre angle. Tout d'abord sur Linky. En fait, on parle beaucoup de Linky. C'est effectivement quelque chose qui a été important, qui a été attendu, qui a été accompagné. Je suis assez surpris, finalement, du manque de formation qu'on a au niveau de Linky. C'est-à-dire qu'en fait, on a peu de formation et d'information en tant qu'utilisateur pour expliquer justement tout l'intérêt de Linky dans la gestion de sa consommation, mais aussi dans la domotique qui pourrait accompagner la consommation de chacun d'entre nous. Deuxième question, ça concerne la résilience. Parce qu'en fait, ça a été évoqué, mais il y a aussi un vrai sujet de résilience sur nos réseaux de communication. Parce que dès lors qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de téléphonie mobile, il n'y a plus de fibre optique demain qui sera le réseau de communication courant, est-ce qu'il y a des réflexions et un plan structuré pour faire en sorte que, on puisse garantir les réseaux de communication de demain? Alors, Franck Montaugé. Franck. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Présidente du directoire d'Enedis pour cet échange. Je voudrais, avant de poser mes questions, avoir et partager avec vous, mais je sais que ça sera le cas, une pensée pour Frédéric Despo, agent d'Enedis, mort en service pour le rétablissement des réseaux électricité de distribution en Bretagne il y a quelques mois de cela. C'est aussi là ce que moi j'appelle à ma manière la grandeur et la servitude du service public. Et j'ai une pensée pour lui et pour sa famille. Je voudrais m'associer aux propos de mon collègue Philippe Grosvalet à propos du site de Saint-Étienne de Montluc, en vous disant sur un ton plus souriant bien évidemment que mon propos précédent, qu'il serait dommage qu'une école qui a contribué à la formation de sénateurs ferme. Je pense qu'on se sera compris. Et vous avez eu raison de dire, et moi je m'en félicite, que dans cette maison, il y a toujours eu une place importante pour la promotion sociale. Et certains peuvent peut-être en être des exemples. Et je sais qu'ils sont nombreux par ailleurs, les exemples. À propos des zones d'autoconsommation que vous avez évoquées, je voudrais savoir si vous envisagez d'aller vers des zones d'autoconsommation complètement déconnectées du réseau de distribution. C'est envisageable à partir notamment de solutions de stockage qui pourraient permettre de faire face à des moments de coupure totale. Est-ce qu'on va vers ça ? Et si oui, que peut-il en être des conséquences sur ce qu'il reste de péréquation tarifaire concernant effectivement le transport et la distribution ? Et dernière question qui fait un peu écho à celle de Patrick Chaise. Comment travaillez-vous avec l'écosystème très, très dense, touffu des startups qui travaillent sur les solutions de résilience et de flexibilité du réseau, du réseau en général et du réseau de distribution en particulier. Il fut un temps à EDF où il y avait une direction de la recherche qui challengeait les entreprises privées sur certaines solutions techniques. Est-ce que vous êtes toujours dans ces dispositions-là ou est-ce que l'écosystème des startups fait ses propositions et vous retenez ou vous contribuez au développement de certaines d'entre elles? Est-ce que les liens sont étroits à cet égard? Je vous remercie. Merci Franck. Et dernière question, Guylain Cambier. Merci Madame la Présidente.
Et merci également, Madame la Présidente, pour vos explications. Alors, puisque notre collègue Fabien Gay a commencé à être taquin tout à l'heure, je vais me permettre de terminer un peu sur cette même tonalité. Et je vais vous parler coût de raccordement. J'ai connaissance d'un dossier dans le Nord, à LM, où pour quelques centaines, très peu, mètres, le coût s'élève à 112 000 €, sans qu'il y ait de difficultés techniques particulières. Tout ça pour un projet de consommation et même de production d'énergie renouvelable. Donc, à un moment où vous allez récupérer puisqu'il y aura de la consommation, on va récupérer en effet votre investissement. Et puis, en même temps, tout ça se relie à une politique plus globale. Ma question est donc double. Comment est-ce qu'on s'assure que ce coût ne comprend réellement, ça c'était mon côté taquin, que le raccordement et n'est pas, on va dire, un peu utilisé à la rénovation du réseau? Et moins taquin, est-ce qu'il y a une politique volontariste qui est envisagée pour raccorder justement et favoriser la production d'énergie renouvelable dans ces unités agricoles en particulier? Merci. Voilà, Madame la Présidente, nous vous laissons la conclusion de cette audition à travers les réponses que vous apporterez à cette nouvelle série de questions. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Donc, plusieurs séries de questions très différentes. Alors, sur le compteur Linky, nous donnons toutes les informations, je pense, qui sont nécessaires sur son utilité, sur son fonctionnement, soit par le contact avec nos clients au téléphone, soit par tout ce qui est disponible. Nous avons créé un observatoire de la transition écologique, qui est un site grand public qui contient des articles, des données, du contenu, et d'ailleurs qui permet d'aller jusqu'au niveau de la commune, quand on veut regarder quelles sont ces données de consommation, de production, combien il y a de compteurs Linky installés, et d'avoir des profils de consommation globale pour un territoire. Donc nous nous efforçons, j'entends votre point, il faudrait encore renforcer cette communication. Elle appartient également, encore une fois, aux fournisseurs. Je pense que tous les acteurs du secteur de l'énergie doivent y contribuer, mais c'est aussi à nous de faire connaître, et j'essaye de m'y employer, les bénéfices du compteur Linky. Nous le faisons aussi dans nos communications publiques externes. Vous avez posé, monsieur le sénateur Chaise, la question des réseaux de communication. Et oui, comme je l'avais indiqué, électricité et communication sont de plus en plus liés. Nous, dans notre métier au quotidien, la fiabilité de la partie télécom de notre activité, dans laquelle nous investissons aussi beaucoup, est clé. Plus largement, nous travaillons de manière intense depuis plusieurs années, encore plus intense depuis 2-3 ans, dans le cadre des projets de plans de délestage que j'ai évoqués quand il y avait des perspectives de pénurie de production d'électricité, en tout cas de niveau insuffisant pour la consommation. Nous avons beaucoup travaillé avec les opérateurs de télécom, à la fois dans ce cadre-là, dans le cadre de la récente tempête Ciarán et Domingos également, à prendre en compte leurs besoins. Et donc pour cela, nous leur avons demandé de nous désigner leur infrastructure critique, leurs points, ce qu'ils appellent parfois les backbones, les points vraiment critiques qui doivent être réalimentés en priorité en cas d'aléa climatique ou en cas de délestage programmé. Donc c'est un travail qui a d'ailleurs été favorisé par à la fois le ministère de l'Énergie et le ministère du numérique, qui nous a beaucoup occupés, de mieux se comprendre, de mieux comprendre quels étaient leurs besoins et quelles étaient, nos contraintes. Après, ces opérateurs ont des obligations de service public, comme vous le savez, monsieur le sénateur, ils doivent évidemment les remplir aussi pour assurer la résilience de leurs propres installations. Mais c'est un travail qui a été extrêmement nourri ces 2 dernières années. Je remercie évidemment monsieur le sénateur Montaugé pour son hommage à notre collègue. Nous avons eu l'occasion d'échanger en ces circonstances tout à fait dramatiques. Vous m'avez posé une question sur l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation complètement déconnectée du réseau. Nous avons fait des expérimentations. C'est quelque chose qui évidemment nous intéresse en cas de crise, en cas de grand événement climatique, de regarder comment tout ça peut fonctionner. Et ça a été d'ailleurs l'objet d'expérimentations dans différents territoires. Mais évidemment, ça n'est pas la solution que nous prenons.
Et pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autoconsommation, elle va avec le réseau. Quand il n'y a ni vent pour faire fonctionner l'éolienne, ni soleil pour faire fonctionner les panneaux sur le toit, il y a vraiment besoin du réseau et il y a besoin des compteurs Linky et de toute la chaîne communicante pour partager les flux et connaître les codes-parts de production et de consommation. Et puis fondamentalement, et je l'avais souligné, mais vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, ça pose la question de la péréquation. Si chacun se construit son petit système électrique avec des tarifs locaux, alors ça n'est plus la péréquation et ça n'est plus la solidarité. Moi, je peux envoyer 2000 techniciens en Bretagne et en Normandie pour réparer le plus vite possible en les faisant faire 11 heures de camion depuis Montpellier ou l'Alsace, parce que j'ai une vision globale de mes ressources et que je peux les affecter à tel endroit en circonstances exceptionnelles sans avoir besoin d'ouvrir le contrat de concession pour savoir si j'avais prévu de dépenser autant dans ces circonstances dramatiques. Et ça, c'est toute la force d'un modèle péréqué, qui globalise, qui mutualise et donc qui permet la solidarité. Donc nous n'envisageons pas très directement l'autoconsommation déconnectée du réseau. Oui, nous continuons bien sûr à travailler avec tout un écosystème de start-up, parce que nous sommes une grande entreprise, nous avons besoin d'être challengés, d'avoir des échanges, de l'innovation qui viennent d'elle. Oui, c'est modélisé dans le cadre d'un programme de R&D, qui est d'ailleurs couvert par le tarif, le TURP dont je parlais tout à l'heure. Donc nous continuons à consacrer beaucoup de moyens à ces activités de R&D. Nous sommes par exemple partenaires de 2 chaires sur l'intelligence artificielle dans des grandes universités françaises, dont une à Marseille. Donc au-delà des startups, c'est tout le monde académique de la recherche avec qui nous sommes en interaction. Vous m'avez posé la dernière question, je pense, sur les coûts de raccordement et en particulier sur les opérations d'agri-photovoltaïsme. C'est la question telle que je l'ai comprise. Bien évidemment, les coûts de raccordement, pour nous, ça fait partie du triptyque magique, délai, satisfaction client, coût unitaire de raccordement. Donc nous pilotons les coûts unitaires pour nous, pour le client, que ce soit pour ce que nous appelons la rénovation programmée, donc les programmes de résilience, combien ça coûte de changer 1 kilomètre de ligne, d'enfouir 1 kilomètre de ligne, combien ça coûte au kilomètre ou à la centaine de mètres un raccordement. Et donc ça, c'est vraiment très clé dans notre programmation et notre planification. Après, et je pense que ça, c'est une question de politique publique, force est de constater que les coûts du solaire en autoconsommation en agriculture sont 3 fois plus élevés que des coûts de grandes installations solaires au sol. Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, parce qu'elles ont lieu en majorité dans des communes rurales où le réseau n'a pas été dimensionné en bout de ligne pour les rendre possibles. Et donc, il nous faut faire des travaux de renforcement, des travaux d'extension. Donc, moi, je suis très factuelle dans mon constat. 3 fois plus cher. Je pose la question de la rationalité de cette politique, puisque, comme je l'ai dit, ces coûts, à la fin, ils sont supportés par le client, donc par le consommateur, qui est aussi le contribuable. Donc oui, c'est piloté, c'est mesuré, nous cherchons à les baisser, mais de facto, c'est la situation que nous ayons décrite d'ailleurs. Parler tout à l'heure des textes, tous les textes de la loi APER ne sont pas sortis, et il y en a un que nous attendons, qui nous permettra de rendre public notre schéma de développement des réseaux à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et nous abordons cette question de la différence de coûts et des raisons, puisque le réseau, c'est une mutualisation, on le dimensionne pour permettre l'injection, ce que vous évoquez, et aussi le soutirage pour les consommateurs. Donc, par essence, c'est une infrastructure qui est déjà mutualisée et dimensionnée au mieux. Mais cette question des coûts, effectivement, à regarder dans la durée, dans le cadre d'une ambition qui consiste à faire toujours plus de solaire et aussi toujours plus de solaire dans l'agriculture pour des raisons évidentes qui sont tout à fait valables, bien évidemment.
Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. C'était la première fois que nous vous auditionnons dans le cadre de cette commission et nous avons donc pu mesurer l'intérêt des échanges qui ont été donc avec l'ensemble de nos commissaires sur les questions à la fois beaucoup plus générales, mais aussi précises par rapport à certains territoires. Et merci d'y avoir répondu avec autant d'engagement et autant de précision et autant de détermination. Donc merci et au plaisir de vous retrouver dans d'autres occasions et à d'autres auditions. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci et merci à vous, messieurs les directeurs, qui avez accompagné Madame la Présidente. Je demande à nos collègues de rester encore